Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 5 de Robinson Crusoe. Chapitre 5, un pas sur le sable. Et les années s'écoulèrent. Chaque semaine ramenait les mêmes travaux et des résultats à peine différents. De temps en temps, une mauvaise récolte. Une mort dans mon troupeau venait ajouter un souci à mon labeur et à mon repos. De menues joies, plaisir du travail bien fait, contemplation des beautés de mon île, amusement apporté par les gambades de mon petit peuple, se glissaient pour moi dans chaque journée. Et sur le poteau où je gravais le soir la petite coche qui indiquait qu'un jour de plus s'était passé, le total des entailles formait 23 années. J'avais abordé à cette île à l'aube de ma jeunesse. Maintenant, j'étais dans toute la maturité de l'âge. Je peux dire que pendant ces 23 ans, jamais je n'ai longé un des rivages de mon île sans chercher passionnément du regard sur l'immensité de la mer, houleuse ou calme, la silhouette d'un navire sauveteur. Et jamais je n'avais aperçu autre chose que l'écume argentée des vagues ou le dos de quelques dauphins se jouant dans l'eau. Or, il advint qu'un jour, vers midi, comme j'allais à ma pirogue, j'aperçus sur le sable l'empreinte d'un pas humain. Je m'arrêtai court, comme si j'avais été frappé de la foudre ou comme si j'avais entrevu un fantôme. J'écoutai, je regardai autour de moi, mais je n'entendis ni ne vis rien. Je montai sur un tertre pour regarder au loin, puis je revins sur le rivage et descendis jusqu'à la mer. La solitude était complète. Aucun autre vestige que cette empreinte ne venait signaler la présence d'un homme. Je me penchai sur le sol, le doute n'était pas possible. C'était bien là la trace d'un pied nu, l'orteil, le talon, enfin toutes les parties d'un pied. Après 1000 pensées désordonnées, je m'enfuis vers ma grotte. J'étais épouvanté. Je regardai derrière moi, tous les 2 ou 3 pas, transformant en homme dans l'éloignement chaque arbre ou chaque buisson. Combien d'idées extravagantes me vinrent à l'esprit pendant que je courais éperdu. Quand j'arrivai à mon château, c'est le nom que je donnai à ma maison de la grotte, je m'y jetai comme un homme poursuivi. Jamais lièvre effrayé ne se terra avec plus d'effroi que moi dans cette retraite. Je ne pus dormir de la nuit, toutes mes pensées étaient sinistres. Ce seul pas devenait, dans mon imagination enfiévrée, une foule d'empreintes hostiles. Le jour vint me rassurer un peu. Je me dis que je m'étais peut-être trouvé en présence de la trace de mon propre pied. N'avais-je pas pu prendre la veille ce même chemin en me rendant à ma pirogue? Et je me dis que, si cette marque était bien celle de mon pied, j'avais agi comme ces enfants qui se couvrent d'un drap pour jouer au spectre et finissent par être eux-mêmes plus effrayés que tous les autres. Je repris donc courage et passai avec 1000 précautions par-dessus ma palissade. Je crois que, sans y être forcé, je ne serais pas sorti, mais mes chèvres avaient grand besoin d'être traites. C'était ordinairement là ma récréation du soir, et les pauvres bêtes devaient avoir bien souffert de mon abandon. Raffermi par la croyance que ce n'était rien d'autre que le vestige de l'un de mes propres pieds, je me dirigeai vers ma maison des champs pour traire mon troupeau. Mais à voir les précautions infinies que je prenais pour marcher, prêt à chaque instant à abandonner le vase que je portais pour mieux m'enfuir, on m'aurait pris pour la créature la plus peureuse du monde. Ce qui, au fait, était vrai dans cet instant. Toutefois, après avoir achevé ma besogne et donné à manger à mes chèvres, je m'enhardis et me confirmai dans le sentiment que j'avais été dupe de mon imagination. Cependant, je tins, pour me rassurer complètement, à revenir au rivage afin de revoir l'empreinte de ce pas. Mais quand j'arrivai au lieu même, je reconnus que de toute évidence, je n'avais jamais pu passer par là, ni aux environs, lorsque j'avais abrité ma pirogue. Bien plus, lorsque j'en vins à mesurer la marque, je trouvai qu'elle était de beaucoup plus large que mon pied. Ce double désappointement remplit mon esprit de nouvelles imaginations fantastiques et mon cœur de la plus profonde mélancolie. Un frisson me saisit et je m'en retournai chez moi, pleine de l'idée qu'un homme ou des hommes étaient descendus sur ce rivage, que l'île était habitée et que je pouvais être pris à l'improviste. Mais que faire pour me défendre? Je ne savais. Quelle terrible aventure que d'être dominé par la peur! J'en venais aux résolutions les plus déraisonnables. Je voulais jeter bas mes clôtures de la vallée, rendre mon troupeau à la vie sauvage, bouleverser et saccager mes champs de blé et ma tonnelle, afin que l'ennemi, ne trouvant nul vestige de mon habitation, ne pût pousser ses recherches dans l'espoir de rencontrer les habitants de l'île. Ce trouble de mes pensées me tint éveillé toute la nuit, et je ne m'endormis que dans la matinée. Je me réveillai plus calme, reposé par ces quelques heures de sommeil. Je me mis à réfléchir profondément et, d'une façon sensée, je conclus que cette île si fertile, si agréable et si proche de la terre ferme n'était pas aussi abandonnée que je l'avais cru.
que si nul habitant fixe en dehors de moi ne vivait sur ce rivage, il y avait assurément des embarcations qui y venaient quelquefois du continent, soit avec dessein, soit poussées par des vents contraires. Cependant, on ne faisait guère que relâcher, se rembarquant aussi vite que possible, puisque depuis tant d'années que j'allais et venais dans l'intérieur de l'île, je n'avais jamais rencontré personne. Le mieux que j'avais à faire, étant donné ces descentes toujours possibles dans mon île, c'était de me ménager une retraite sûre pour le cas où je verrais des sauvages atterrir. Je commençai par creuser 7 meurtrières dans la palissade qui faisait un demi-cercle autour de mon château. Je plaçai dans chacune d'elles les fusils que j'avais sauvés du navire et je les disposai sur des affûts de telle façon que je pouvais au besoin en 2 minutes faire feu de toute mon artillerie. Je renforçai par des plantations de fourrés l'épaisseur des taillis qui masquaient ma palissade du dehors. Je plantai près de 20 000 pousses d'une sorte d'osier qui croisait très vite et dont je me servais habituellement pour entourer mes jeunes plantations. Les taillis de ma palissade s'étant tellement développés et étendus depuis que j'habitais l'île, formaient un bocage si épais qu'il était vraiment impénétrable. On ne se serait jamais imaginé qu'il y eût quelque chose derrière, et surtout une habitation. Comme je me servais toujours, pour entrer et sortir de mes 2 échelles, il était impossible pour quelqu'un qui ne disposait pas de cette facilité de parvenir jusqu'à moi. Durant ces travaux de défense, je n'avais cependant pas négligé le soin de mon troupeau de chèvres. Il était devenu important avec les années, si bien que la viande de mes bêtes, jointe à la chair des tortues de mer que je trouvais fréquemment, suffisait à me nourrir. Cela m'économisait la poudre et le plomb, et m'exemptait des fatigues de la chasse. Je ne me souciais donc pas de perdre de pareils avantages, et je tenais essentiellement à conserver mon troupeau à l'abri des tentatives ennemies. Après de longues réflexions à ce sujet, je m'arrêtai à 2 moyens pour préserver mes chèvres. Le premier moyen était de creuser une caverne où je les enfermerais toutes les nuits. Et le second était d'enclore 2 ou 3 petits terrains éloignés les uns des autres et aussi cachés que possible, dans chacun desquels je parquerais une demi-douzaine de chèvres, afin que, s'il survenait quelque désastre au troupeau principal, je pusse le rétablir en peu de temps avec peu de peine. J'employai quelques jours à parcourir les parties les plus retirées de mon île, et je trouvai enfin un petit terrain arrosé par une source au milieu de bois épais et profonds. Il y avait là une vaste clairière, si bien entourée d'arbres et de fourrés que c'était presque un enclos naturel. Je me mis à l'œuvre pour compléter par une clôture solide ce lieu si propice, et, en moins d'1 mois, ma nouvelle bergerie était aménagée et 10 chèvres et un bouc y prenaient leurs ébats. Puis je continuai mes recherches afin d'installer un second enclos. Un jour, comme je m'étais avancé vers la pointe occidentale de l'île, plus loin que je ne l'avais jamais fait, je crus apercevoir, sur la mer, une embarcation qui voguait à une grande distance. Malheureusement, j'avais par hasard oublié ma lunette d'approche et je ne pus me rendre compte de la nature de cette embarcation. Mais cette vue me convainquit que j'avais imaginé justement en supposant que mon île recevait parfois des visites des tribus de la côte. Je fis quelques pas sur le rivage, et le spectacle que je vis alors, en dépassant une muraille de rochers qui abritait une vaste crique, m'aurait rendu certain, si je ne l'avais été déjà, qu'une marque de pied humain n'était pas une chose aussi étrange en ce lieu que je l'avais imaginé. Si, par une providence spéciale, je n'avais pas été jeté sur le côté de l'île où les sauvages ne venaient jamais, il m'aurait été facile de savoir que rien n'était plus ordinaire aux canaux du continent, quand il leur arrivait de s'éloigner un peu trop en haute mer, de relâcher à cette portion de mon île, en outre que souvent ces sauvages se livraient des combats et que les vainqueurs menaient leurs prisonniers sur ce rivage, où, suivant l'horrible coutume cannibale, ils les tuaient et les mangeaient. Ce sont les débris de ces effroyables festins qui, éparses sur la plage devant moi, me firent comprendre la vérité. Il me serait impossible d'exprimer l'horreur qui s'empara de mon âme à l'aspect du rivage jonché de crânes, de mains, de pieds et autres ossements. Je remarquai surtout une place où l'on avait fait du feu et un banc creusé en rond dans la terre, comme le sont les arènes d'un combat de coqs où, sans doute, ces misérables sauvages s'étaient placés pour leurs atroces repas. Éperdu d'horreur et de dégoût, je repris en courant le chemin de ma demeure. Ce n'était plus la peur qui me tenaillait, l'indignation et la colère grondaient en moi. Je ne fis plus, nuit et jour, que songer aux moyens de tuer quelques-uns de ces monstres au milieu de leurs fêtes sanguinaires et, s'il était possible, de sauver les victimes qu'ils venaient égorger sur ce rivage. Il faudrait un livre pour dire toutes les ruses que j'imaginais afin de détruire ces créateurs ou, au moins, de les effrayer et de les dégoûter à jamais de revenir dans l'île. Je me disais que je préparerais une machine infernale
avec la poudre que j'avais sauvée du vaisseau, et que pendant qu'ils seraient effrayés du bruit de l'explosion, je ferais feu sur eux de tous mes fusils. Je cherchais les meilleurs endroits pour m'embusquer et les surprendre. Enfin, j'étais rempli de sentiments de vengeance contre ces barbares et, chaque nuit, je rêvais que j'anéantissais des tribus entières de sauvages. Je me rendais régulièrement, tous les matins, au sommet d'une colline éloignée de mon château d'environ 2000. De là, je dominais la mer et je pouvais me rendre compte de l'arrivée des pirogues. J'étais vraiment formidable à voir dans mes sorties. À ma ceinture, en peau de chèvre, outre 2 pistolets, je suspendais un grand coutelas. J'avais sur l'épaule mon fusil et ma gibecière pendait à mon côté, pleine de cartouches. J'économisais d'ailleurs mes munitions, d'abord en prévoyance des combats possibles et ensuite parce que le bruit d'un coup de fusil, en trahissant ma présence, aurait donné l'éveil aux sauvages. J'en arrivais même à ce dernier point de vue, à ne plus oser couper un morceau de bois, ni enfoncer un clou, tant je craignais de faire du bruit qu'aurait amplifié les échos de l'île. Ce n'était qu'avec la plus grande inquiétude que je faisais du feu, à cause de la fumée qui, visible à distance, aurait pu me trahir. J'avais imaginé, pour faire moins de fumée, de brûler du bois sous des mottes de gazon, comme je l'avais vu pratiquer en Angleterre. Quand le bois était à demi consumé, j'éteignais le brasier et je conservais le charbon pour l'emporter chez moi et l'employer sans risque de fumer. Un jour, tandis que j'abattais du bois du côté de ma maison des champs, j'aperçus, derrière un fourré épais, au bas d'une colline de rochers, une espèce de cavité dont je fus curieux de voir l'intérieur. Non sans difficulté, je parvins à l'ouverture. Je m'y glissai en rampant et je vis que la cavité était assez spacieuse pour me permettre de m'y tenir debout. Mais soudain, je fis un bond en arrière. J'avais aperçu, au fond de l'antre obscur, 2 grands yeux brillants qui étincelaient comme 2 étoiles. J'enflammai un tison et recommençai à me glisser dans la grotte. Mais alors, j'entendis un profond soupir, puis un bruit entrecoupé, comme des paroles à demi articulées, puis encore un autre soupir. J'étais frissonnant, une sueur froide coulait de mon front. Enfin, rassemblant mon courage, j'agitai ma torche et j'entrai dans la grotte. Et là, gisant sur la terre, je vis un monstrueux bouc qui semblait lutter avec la mort. Il se mourait de vieillesse. Je le poussai pour le faire sortir, mais ce fut en vain qu'il essaya de se lever. Et je décidai de le laisser terminer sa vie dans le repaire qu'il avait choisi lui-même. J'examinai alors cette caverne. Elle était assez étroite, une sorte de couloir s'ouvrait dans le fond. L'ouverture en était basse et je dus ramper pour y passer. Le couloir avait quelques 12 pieds de longueur et j'avançai avec précaution, ne sachant pas ce qui m'attendait au bout. Enfin, j'arrivai à une vaste caverne voûtée dont la vue m'arracha un cri d'admiration. Le roc des parois semblait constellé d'or et des stalactites brillantes étincelaient au reflet de ma torche. C'était la plus délicieuse grotte qu'on pût se figurer. Le sol en était uni et sec, couverte d'une sorte de gravier très fin. Je fus vraiment ravi de ma découverte et la difficulté de l'entrée était plutôt un avantage, puisqu'elle en faisait une place forte, facile à défendre. Je résolus de transporter sans délai, dans cette retraite, tout ce dont la conservation m'importait le plus, surtout ma poudre et toutes mes armes de réserve, ainsi que des provisions de bouche. Je me confectionnai une couchette dans un coin de la grotte et quelques ustensiles de ménage firent de ma nouvelle trouvaille un asile où, si besoin était, je pouvais commodément passer plusieurs jours. Le vieux bouc, gardien de la grotte, expira bientôt. Je creusai une tombe pour lui dans la caverne d'entrée, et je demeurai seul, possesseur de ce château souterrain. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 6. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et liker si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye!